Ce que je vais vous raconter ne devrait pas exister. Et pourtant. Je suis la comtesse de l'ombre et aujourd'hui je vous emmène en Suisse. Pays de paix, des montagnes majestueuses et du chocolat fondant. Un paradis sur terre, pensez-vous? Détrompez-vous. Car derrière cette façade parfaite se cache l'une des affaires criminelles les plus glaçantes d'Europe. 11 victimes, 6 années d'horreur, viols, torture, feu. Installez-vous, fermez les yeux et plongez avec moi dans l'histoire vraie de Michel Péry, surnommé le sadique de Romont. Un homme au visage angélique, mais à l'âme damnée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un monstre, c'est aussi celle d'un miracle, l'histoire du seul témoin qui a survécu pour le dénoncer. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait un jour vous sauver la vie. Je l'ai jeté dans la rivière comme un sac d'ordures. L'eau s'est refermée sur lui. Dans ma tête, mission accomplie. Encore un qui ne parlera jamais. Mais sous l'eau, Thomas ouvre les yeux, le goût du sang dans sa bouche, ses mains attachées dans le dos, l'eau glacée qui remplit ses poumons. Il refuse de mourir. Pas maintenant, pas comme ça. En cette nuit d'avril 1987, tout va changer, car Thomas, 16 ans, va survivre à 30 coups de marteau et témoigner pour enfin faire enfermer son bourreau. Je me souviens de l'odeur, cette odeur de bière rance mélangée à la sueur quand papa rentrait. Maman me chuchotait d'aller me cacher dans ma chambre. Mais je savais qu'il me retrouverait. Il aimait me retrouver. Sa ceinture, elle faisait ce bruit si spécial en sifflant dans l'air. Et après, ma joue était rouge, brûlante. Parfois, j'y touchais la nuit pour sentir encore cette chaleur. Je crois que c'est là que j'ai compris que la douleur, ça pouvait être autre chose. À quel moment un enfant bascule-t-il? Quand la souffrance devient-elle désirable? Est-ce qu'on devient un monstre ou est-ce qu'on le fabrique? Michel ne le savait pas encore, mais à 11 ans, une forêt allait tout décider pour lui. Je me baladais dans la forêt. Et puis, derrière ce buisson, 2 hommes. Je les ai observés, sans respirer. Leur corps était nu. Il y avait ces gémissements. Dans mon ventre, quelque chose bougeait, un mélange de dégoût et d'envie. Je me suis confié au prêtre, il avait des mains douces. « Viens me voir après la messe », qu'il m'a dit. Sa sacristie sentait l'encens si fort que j'avais mal au cœur. Ses mains sur moi, cette douleur différente de celle de papa, plus intime. Puis les 50 francs dans ma poche, comme si j'avais gagné quelque chose. Cette nuit-là, maman m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai dit que j'avais juste mal au ventre. Elle m'a donné du lait chaud, si elle avait su. Dans ma chambre, sous mon matelas, j'ai cette revue trouvée par hasard, ces femmes attachées, leurs yeux. Je caressais les pages jusqu'à les user. Dans ma tête d'enfant brisé, tout se mélangeait. Papa qui frappe, le prêtre qui touche, ces images qui excitent. Un père violent, un prêtre abuseur, une société aveugle. Qui fabrique un monstre? Est-ce nous? Qui est le responsable quand un enfant apprend que faire mal, c'est exister? Romont, 1975, ma famille déménage. Moi, j'ai 16 ans. J'apprends le métier de garçon de café à Fribourg. Le jour, j'étais l'employé parfait. « Bonjour madame, votre café comme d'habitude ?» Sourire innocent, regard baissé. Mes patrons m'adoraient et disaient de moi que j'étais si poli, si discret, un vrai petit gentleman. Et pourtant, la nuit, car quand le soleil se couchait après le travail, je devenais quelqu'un d'autre. Dans les ruelles sombres de Fribourg, je découvrais un monde souterrain. Des hommes se cachaient dans des bars clandestins, des homosexuels refoulés, comme moi, et d'autres, des titres qui parlaient de race supérieure, de violence nécessaire. J'ai rencontré Klaus dans un de ces endroits. Il m'a fait lire Mein Kampf. Tu vois le livre? Il me disait, tu vois Michel, la violence n'est pas un vice, c'est un outil. Je notais ces mots dans la marge, 100% d'accord, à connaître par cœur. Dans sa chambre, sous cette lumière rouge qu'il préférait, Michel construisait sa philosophie de l'horreur, 2 mondes qui ne devaient jamais se rencontrer. Mais l'un allait dévorer l'autre.
En 1981, j'avais économisé chaque franc pendant des mois pour acheter ma Peugeot 504 Break. Elle est blanche, immaculée, comme une page vierge sur laquelle j'allais écrire mes crimes. Dans mon garage, j'ai aménagé mon territoire, des cordes testées une par une pour leur résistance, des ballons de tailles différentes selon l'âge des victimes, un marteau parfaitement équilibré avec un manche rugueux pour une meilleure prise. Et ces bidons d'essence, vides pour l'instant, mais bientôt, très bientôt, ils allaient servir. Je passais des heures à tout vérifier. Les nœuds, les serrures de la voiture, j'avais arraché les poignées intérieures, personne ne sortirait de ma Peugeot sans ma permission. Dans ma tête, je répétais chaque geste, comme un acteur qui répète sa pièce, sauf que ma scène finale, elle, se terminerait toujours par des flammes. Michel prend l'avion pour l'Amérique. À 22 ans, un sourire d'ange et l'enfer dans la tête, sa première victime l'attend quelque part entre Miami et l'éternité. Miami Beach, 1er septembre 1981. Le soleil, les palmiers, ce décor de carte postale, parfait pour ce que j'avais prévu. Je l'ai repéré dans un bar gay de South Beach. Un jeune Canadien, 20 ans peut-être. Les cheveux blonds qui brillaient sous les néons, il buvait tout seul, regardait les autres danser avec cette mélancolie que je connaissais bien. Je me suis approché, sourire timide, regard innocent. « T'es en vacances aussi ?» Il s'appelait Sylvestre, étudiant à Toronto. Première fois en Floride. On a parlé pendant des heures, de la musique, de ses études, de ses rêves. Il voulait devenir prof. Il aimait les enfants. Ironie du sort, moi aussi j'aime les enfants. Enfin, différemment. Le lendemain, au coucher du soleil, je l'ai emmené loin, très loin, pour voir le coucher de soleil. Il était si excité, il prenait des photos avec son appareil. Dans mon sac de camping, le marteau attendait. Je l'avais acheté spécialement. Poids parfait, manche antidérapant. On s'est installé sur la plage. Personne à des kilomètres, juste nous, le sable et l'océan qui allaient bientôt devenir mon complice. C'est magnifique, me dit-il en regardant l'horizon. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il avait compris, une fraction de seconde, cette terreur pure quand on réalise qu'on va mourir. Il me demande « Michel, mais qu'est-ce que tu... » Le marteau a fendu l'air, ce son, ce magnifique son de l'acier qui rencontre l'os. Crac! Il s'est écroulé sur le sable doré, ses yeux encore ouverts, me fixant avec incompréhension. Le sang sur le sable, comme une peinture abstraite, rouge sur doré, beau à sa façon. Puis le rituel, l'essence que j'asperge sur le corps, cette odeur qui me monte à la tête, l'allumette qui craque, les flammes qui embrasent l'air, la chair, effacent les preuves, purifient mon crime. Je l'ai regardé brûler en buvant une bière, tranquille, comme si je regardais un feu de camp. L'enterrement dans le sable, mes mains qui creusent, le sable qui s'accumule, plus de Sylvestre, plus de profond devenir, juste un souvenir qui allait me réchauffer pendant des années. Dans le miroir de l'ascenseur, mon sourire était exactement le même qu'avant. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai lu les journaux. Rien. Personne ne cherchait Sylvestre. Personne ne s'inquiétait. Parfait. Michel venait de franchir le Rubicon, de découvrir sa drogue. Entre 1981 et 1987, 6 années d'apprentissage, de perfectionnement. Des victimes en France, en Camargue, au Tessin. Chaque meurtre le rendait plus méticuleux, plus cruel, de moins en moins humain, de plus en plus monstrueux. Respirez. Je sais que c'est dur, mais il faut bien que vous compreniez. Michel Péry n'est pas fou. Il est logique dans ses actes, méthodique. Il a juste une définition différente du plaisir. Il a appris, sans que cela n'excuse quoi que ce soit, que faire mal fait plaisir, que blesser, c'est une façon différente d'aimer. 6 ans de carnage en Europe, des corps qui brûlent, des familles qui cherchent, des enquêteurs qui ne comprennent pas. Nous arrivons au 24 avril 1987, cette nuit où sa logique parfaite va se briser contre quelque chose qu'il n'avait pas anticipé.
La volonté de vivre d'un jeune de 16 ans. Cette nuit-là, il pleuvait un peu. Mais j'aime quand il pleut. Ça me rappelle mon enfance quand je me cachais de papa. Mais cette nuit-là, personne n'allait pouvoir se cacher, non. Lausanne vibrait encore de la fête du soleil, avec des jeunes qui sortent, qui rient, qui font du stop. C'est parfait pour ma chasse. Thomas a 16 ans, le même âge que j'avais quand j'ai tué pour la première fois. Enfin, tué dans ma tête. Parfois, je rêve que c'est moi qui suis dans cette rivière, pas lui, que quelqu'un d'autre tient le marteau. Mais bon, on choisit pas ses rêves. Il attendait au bord de la route, pouce levé, cheveux bouclés, sourire confiant. Il venait de réussir son CAP, il m'a dit. Apprenti carrossier. Il avait des projets, des rêves, ça m'a touché. Vraiment, hein? Monte mon garçon, je vais dans ta direction. Et là, tu sais ce qui est beau? Il m'a fait confiance, immédiatement. Ce sourire innocent, quand il m'a parlé de son apprentissage, de sa copine, rayonnait. On a roulé, en parlant de tout et de rien. On a écouté la musique, on a parlé du boulot, de la famille. Il aimait le hard rock, les mobylettes. 500 mètres avant sa sortie, j'ai accéléré. Sa main qui tâtonne pour trouver la poignée. J'adore ce moment, quand ils comprennent. Cette seconde précise où leur monde s'effondre. Dans ses yeux, j'ai vu passer toute sa vie. Sa mère qui l'attendait, ses potes qu'il venait de quitter. On arrive sur le chemin dans la forêt. Mes phares découpaient les arbres comme des barreaux de prison. Pour lui, pas pour moi. Moi, j'étais libre, plus libre que jamais. Je coupe le moteur, c'est silence. Tu entends tout? Son souffle qui s'accélère, ma respiration calme, le du métal qui refroidit, comme un métronome pour ce qui va suivre. Tu vas descendre, tu cours pas, tu cries pas, et peut-être que ça ira vite. Parfois je me demande si maman aurait été fière. Michel qui réussit dans la vie. Bon, ok, pas exactement comme elle l'imaginait. Dans ma tête, papa lève sa ceinture. Même geste que moi avec le marteau, même plaisir à venir. Premier coup, oh, son crâne résonne comme une cloche fêlée. Une goutte de sang perle sur son front, parfaitement ronde. Rouge intense dans la pénombre. Elle glisse, coule lentement, trace sa route sur sa peau pâle, s'arrête jusqu'à sa lèvre. Deuxième coup, ses os se fissurent comme une coquille d'œuf. Ses gémissements. Maman gémissait comme ça quand papa la battait. Dans ma tête, tout se mélange. Passé, présent, victime, bourreau. La transe maintenant. Mon bras devient mécanique. Le marteau monte, redescend. Chaque impact plus précis que le précédent. 10, 15, 20, je compte toujours. Comme quand j'étais petit et que je comptais les coups de papa. Pour savoir quand ça s'arrêterait. 25, 28, 29, 30. Silence enfin. Je regarde mes mains, rouges, poisseuses, comme celles de papa quand il avait fini de me battre. Sauf que là, c'est moi qui tiens l'arme. Je le traîne vers la rivière. Il pèse lourd pour un gamin. Ses cheveux laissent une trace sombre dans l'herbe humide, comme un pinceau trempé dans la peinture rouge. Poétique, non? Au bord de l'eau, je m'arrête, une seconde, pour admirer mon travail. Puis je le pousse. Plouf! L'eau l'avale, referme sa bouche liquide sur lui. Je remonte vers ma Peugeot, m'allume une cigarette. Mes mains ne tremblent plus depuis longtemps. Mission accomplie. Et dans ma tête, une petite voix me dit « Et s'il survit ?» Mais je l'ignore. Ils ne survivent jamais à tout ce que je leur fais. Erreur fatale, Michel, car dans cette rivière glacée, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Thomas n'est pas en train de mourir, il est en train de naître à nouveau. Sous l'eau, Thomas compte ses battements cardiaques. 1, 2, 3. Il fait le mort. Il attend. Le froid glacial l'engourdit. Elle engourdit sa douleur, ralentit l'hémorragie. Quand le moteur s'éloigne enfin, il remonte à la surface. Aspire l'air comme un nouveau-né, aspire sa première bouffée de vie. 2 kilomètres jusqu'à Southampton, avec le crâne ouvert, les vêtements trempés de sang et d'eau, la mort qui le talonne à chaque pas. Mais Thomas marche, un pied devant l'autre. Pas de colère, pas de haine, juste cette détermination. Il faut que je témoigne. 2 heures du matin, un éducateur rentre chez lui, voit ce garçon qui s'effondre devant sa porte, couverte de sang.
mais vivant, miraculeusement vivant. Il est amené à l'hôpital de Lausanne, le CHUV, 30 points de suture, fractures multiples du crâne. Les médecins parlent de miracle, un vrai miracle. Et le vrai miracle, c'est surtout sa mémoire, qui est restée intacte malgré l'horreur. Thomas témoigne avec une précision chirurgicale. La Peugeot 504 break blanche, l'homme brun, souriant, chaque détail gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. Il fait un portrait robot qui sera publié dans tous les journaux de Suisse romande. À Romont, dans l'appartement familial, le frère de Michel scrute l'image. Cette ressemblance est troublante. Cette Peugeot dans le garage. Cette évidence qui le glace. Il décroche son téléphone, tremblant. Il sait qu'il va détruire sa famille. Mais a-t-il vraiment le choix ? 1er mai 1987, je suis à la caserne pour mes jours de répétition militaire, comme chaque année. J'étais en train d'ajuster mon uniforme quand ils sont arrivés. 2 policiers très polis qui me demandent de les suivre. Bizarre. Dans ma tête, j'ai immédiatement pensé à Thomas. Mais c'était impossible. Il était mort, forcément. On me met les menottes, on m'amène dans une salle d'interrogatoire, et là, ils m'ont montré le portrait robot. Mon visage dessiné par quelqu'un qui m'avait vu à l'œuvre. J'ai éclaté de rire. Puis j'ai pleuré. Puis j'ai tout avoué. Si vous ne m'aviez pas arrêté, j'aurais recommencé. Mes pulsions étaient trop fortes. Je suis soulagé que ce soit fini. Merci. Les aveux se succèdent, Sautens, Orsières, la Chaux-de-Fonds, puis les autres. 11 meurtres au total, dans plusieurs pays, avec le même mode opératoire. Le 31 octobre 1989, au tribunal de Sambranché, Michel Péry, condamné à la réclusion à vie, un être froid, calculateur, cynique, qui rejoint les plus grands criminels de l'histoire. Il se bouche les oreilles quand le procureur parle. Même lui ne peut pas entendre ça. 38 ans plus tard, il croupit toujours en prison. Ses demandes de libération sont toutes refusées, car il est trop dangereux. Thomas a survécu avec 30 cicatrices sur le crâne et une mémoire intacte. Si vous avez tenu jusqu'ici, merci. Je suis la comtesse de l'ombre et n'oubliez jamais, les monstres ne portent pas d'étiquette. Ils ont des sourires charmants et des mots rassurants. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous proposera son aide sur une route déserte, rappelez-vous du sadique de Romont.